Tu comptes me regarder prier? Pourquoi tu pries? Silence! Je ne veux pas perturber le Christ. Ok. Et ça marche? Quoi donc? Prier. Parce que moi j'ai bossé, ça marche pas. As-tu la foi? Non. Enfin, du moins je me suis jamais posé la question. Au final, t'as toujours pas répondu à ma question. Repose-la. Pourquoi tu pries? Pour mon roi. Oui. Louis le IXe. Sa santé est fragile et je prie pour qu'il retrouve vivacité et énergie. Intéressant, moi. Oui. Pourquoi tu lis autant? Dis-moi ce que tu vois. Comment ça? Dis-moi ce que tu vois. Un homme qui a pris les armes pour Dieu et qui s'apprête à prendre les armes pour la croix de Jérusalem. Crois-tu que toutes les guerres sont gagnées uniquement par la voie des armes? Qu'est-ce que j'en sais? Sûrement oui. Il y a plus dangereux que les armes, les mots. Certaines guerres sont gagnées par la voie de la diplomatie. Seulement pour y arriver, il faut avoir de l'instruction, de la connaissance, et par conséquent savoir lire. Tu en apprends beaucoup de choses sur les hommes et sur le monde dans les livres. Je peux te citer par exemple l'empereur romain Jules César, ou encore le roi Egbert, qui a su berner le Jarl Ragnar Lodbrok des siècles durant. Si un jour je me retrouve dans une situation délicate, et que je dois négocier, je dois être capable de ruser, faire en sorte que les deux camps arrivent à un compromis. Pourquoi verser le sang lorsque les mots peuvent suffire? Calamus potentior esquam gladius. La plume est plus forte que l'épée. Voilà pourquoi je lis autant. De toute façon, tout le monde n'a pas été éduqué par des moines. La littérature médiévale en France correspond à des œuvres écrites entre l'an 1000 et l'an 1500 dans différentes langues issues du latin. Langue d'Oïl au nord et langue d'Oc au sud. Chronologiquement, on retient le genre épique dans les chansons de gestes qui exactent les exploits des chevaliers, avec comme par exemple la chanson de Roland au XIe siècle. Puis, au XIIe siècle, arrive la littérature courtoise avec Trouvère et Troubadour qui voient chanter l'amour parfait dans leurs poèmes. Ensuite, nous avons Chrétien de Troyes, donc qui écrit les romans de la table ronde, alors que la fin de la période propose plus une poésie lyrique, avec Rutebeuf au XIIIe siècle et François Villon au milieu du XVe. À côté des genres nobles apparaissent des genres populaires comme les fabliaux, avec le satirique roman de Renard, ou au théâtre, avec les farces aux côtés des mystères au sujet religieux. Les parlers celtiques des habitants de la Gaule se sont effacés progressivement au cours de la conquête romaine au profit des langues grecques, le grec écrit, le classique, et le grec parlé, le vulgaire. Le latin classique, enseigné dans les écoles, reste la langue des services religieux, des ouvrages scientifiques, des actes législatifs et de certaines œuvres littéraires. Le latin vulgaire, parlé par les soldats et les marchands romains, est adopté par les natifs et évolue lentement en prenant les formes des différents parlers romans selon les régions du pays. Ces parlers se divisent en deux rameaux, la langue d'Oïl au nord de la Loire et la langue d'Oc au sud. Au IXe siècle, les parlers romans étaient déjà très éloignés du latin. Pour comprendre par exemple la Bible écrite en latin, des commentaires étaient nécessaires. Avec l'affermissement du pouvoir royal à partir du XIIIe siècle, le francien, parlé en usage dans l'Île-de-France, l'emporte petit à petit sur les autres langages et évolue vers le français classique. Au IXe siècle, la langue parlée est tellement éloignée du latin ou du gallo-romain qu'il est parfois nécessaire d'utiliser à l'écrit le roman, comme en témoignent les Sermons de Strasbourg en 842, considérés comme le premier texte non littéraire en français.
Les langues que l'on retrouve dans les manuscrits datant du 9e au 13e siècle forment ce que l'on appelle l'ancien français. Bien sûr, elles vont continuer à évoluer au 14e, au 15e et au 16e siècle. On parlera alors du moyen français. Parlons à présent des chansons de gestes, qui sont de longs poèmes composés de milliers de vers et qui sont destinés à être chantés en public. Gestes signifiant ici exploits guerriers. Elles relatent sous une forme épique mêlant légendes et faits historiques des exploits guerriers passés et mettent en valeur l'idéal chevaleresque. La plus ancienne et la plus connue est la chanson de Roland qui a été écrite au XIe siècle et raconte en idéalisant les exploits de l'armée de Charlemagne. Arrive ensuite au XIIe siècle la littérature courtoise qui a pour thème principal l'amour parfait, unique et souvent malheureux. Elle trouve son origine dans l'Antiquité, intègre des influences orientales dues au retour des croisés et s'inspire des légendes celtiques. Ainsi, la légende de Tristan et Iseut raconte l'histoire d'un amour absolu et impossible, qui se termine par la mort tragique des amants. Ces poèmes étaient chantés à la cour des princes par les trouvères et les troubadours. Chrétien de Troyes, né vers 1135 et mort vers 1190, est sans doute le premier romancier de la littérature française. Ses romans comme Yvain ou le Chevalier au Lion, Lancelot ou le Chevalier à la Charrette et Perceval ou le Comte du Graal sont typiques de ce genre littéraire. Le long poème Le Roman de la Rose, écrit au début du XIIIe siècle, est l'un des derniers écrits portant sur le thème de l'amour courtois, et cela seulement dans son court début écrit par Guillaume de Lorry. Le reste du poème, continué par Jean de Meung, contient au contraire des passages d'une étonnante misogyne, mêlés par ailleurs à des arguments articulés de critique sociale. Vers la même époque, le roman de Renard est un ensemble de poèmes qui relatent les aventures d'animaux doués de raison. Le renard, l'ours, le loup, le coq, le chat ont chacun un trait de caractère humain. Malhonnête, naïf, rusé et plein d'autres. Les auteurs anonymes raillent dans ces poèmes les valeurs féodales et la morale courtoise. Pourquoi il est comme ça? Quarantaine, il a toujours été comme ça. Il est très solitaire, mais il est prêt à aider les autres. Et cela fait de lui un grand chevalier. N'a-t-il pas de terre? Il est chevalier. Chevalier, oui, mais pas seigneur. Il a normalement des terres, mais il se refuse à les prendre. Pourquoi? C'est à lui de te le dire, pas à moi. Prudence. Parlons à présent un petit peu des chroniques historiques. Les premières que l'on retient ont été écrites au XIIe siècle et sont des récits des croisades. Retenons par exemple celle de Jean de Joinville qui relate la vie de Saint-Louis et qui idéalise quelque peu les faits relatés mais qui ont aussi un but moral. Plus tard, durant la guerre de Cent Ans, nous aurons les écrits de Jean Froissart dans 2 livres appelés Chroniques. Après la guerre de Cent Ans, le poète François Villon, né vers 431 et mort vers 463, traduit le trouble de la violence de cette époque. Orphelin d'origine noble et bon étudiant, il est ensuite condamné pour vol et meurtre. Son œuvre, à la fois savante et populaire, exprime une révolte contre les injustices de son temps. Le théâtre religieux se développe tout au long du Moyen-Âge. Il met en scène à partir du XVe siècle les mystères, c'est-à-dire les fêtes religieuses comme Noël, Pâques et l'Ascension, au contraire des genres littéraires précédents plutôt aristocratiques. Il s'adresse au plus grand nombre. À côté de ce théâtre religieux, un théâtre comique appelé farce apparaît, toujours au XVe siècle, où il est durement combattu par les autorités religieuses. La notion d'auteur peut s'écrire de différentes façons, aucteur, acteur, auteur et auteur. Si bien que les spéculations sur l'origine du mot étaient nombreuses, et les médiévaux friands de fausses étymologies, l'étymologie la plus répandue est celle de l'auctor, qui viendrait du latin augere, signifiant qui augmente un texte. Jean Froissart l'utilise clairement, je aucteur et augmenteur de ce livre. Dante utilise de sa propre étymologie, auteur vient de oyo, qui signifie je lis. Pour lui, c'est un mot où il y a toutes les voyelles, donc l'auteur lit des sons musicaux. On affirme généralement que la littérature médiévale relève de l'anonyme. Pourtant, il y a différents types d'anonymat. L'anonymat cache souvent un nom d'auteur difficile à déchiffrer car celui-ci a mis en place un procédé relativement proche de la devinette. Il existe aussi d'autres moyens, comme par exemple il fait apparaître son nom au moyen d'un jeu dans l'épilogue ou dans le prologue, ou utilise encore la première ou la troisième personne, et bien sûr il existe aussi d'autres procédés beaucoup plus complexes et beaucoup plus futés. En tout cas, maintenant, moi je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Bonne lecture. Pourquoi t'es comme ça? Comme quoi? Seul? Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Je le vois bien, tu souffres jour après jour.
Mais Tristan m'a dit que c'était à toi de m'expliquer. Je préfère me taire. Je sais que parfois dans la famille on peut être lâche, mais on se confie. Tu dis être chevalier, mais tu ne possèdes ni terre, ni écuyer, ni logis, ni cheval, rien. Et je ne vois même ni femme, ni enfant. Au moins je suis sûr d'une chose. Ne pas dire la vérité c'est un péché, et fuir devant Dieu c'est pire. Ma femme est morte depuis peu, et j'en porte le deuil. Mon fils va hériter de mes terres. Je tiens à partir pour la croisade sans bien. Le Christ était pauvre et je tiens à lui ressembler. Et je tiens aussi à partir en Terre Sainte pour m'éloigner de cet endroit maudit qui me fait souffrir jour après jour. Mon fils me comprendra quand il sera plus grand. Et je sais qu'il est entre de bonnes mains avec frère Guillaume. Ainsi je mourrai en ayant servi Dieu et je pourrai rejoindre ma femme au royaume des cieux. Vois-tu, Corentin, nous sommes des pécheurs, nous sommes sur terre pour souffrir. Mais crois-tu qu'il nous appartient de choisir notre fin ?